Présence pour cette masterclass. Donc, moi, je suis Chloé, votre coprésidente avec Roma. Et puis ici, donc, on a le plaisir d'accueillir Johanna et Clément Boyer d'Ilolo et qui vont nous parler de leur parcours, qui est un peu le parcours de rêve dont on voudrait tous. On écrit une série, bam, c'est Canal. Donc, vous allez nous raconter ça, à quel point c'était idyllique ou pas, quelle était votre collaboration. On va essayer d'aborder un petit peu tous ces sujets-là. On va essayer aussi, après, il y aura des questions, si vous voulez. On fera passer le micro. Et puis, on finira par notre, évidemment, traditionnel apéro, ce pourquoi vous êtes tous là en vérité. Donc, je vais pas faire vos biographies parce que je vais vous demander de vous présenter, vous, d'abord, un petit peu. Mais d'abord, avant de commencer, Roma va teaser. Au sens teasing. Vous m'entendez? Oui, peut-être que c'est pas nécessaire, mais qu'est mieux pour teaser qu'un teaser, hein? Donc c'est pas moi qui va faire le teasing. Mais en fait, on va regarder donc les teasers de la série Or Blanc que nos deux invités ont écrit et réalisé pour le coup. Voilà, voilà, voilà le teaser. Et donc, voilà, c'était pour vous introduire un peu dans l'univers de Johanna et Clément. Et maintenant, on va vous demander de vous présenter, si ça vous paraît. Voilà. Je commence. Ça marche. Oui, bonsoir du coup. Je m'appelle Clément Boyer d'Ilolo. Donc, je suis scénariste, réalisateur et compositeur. Pour faire rapidement mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique. Pardon, dans le sens où j'ai démarré par la musique. J'ai eu des groupes de rock pendant 10 ans dans lesquels j'étais chanteur et guitariste. Et petit à petit, j'ai rejoint le collectif de Johanna, d'abord comme compositeur de musique à l'image.
Et ensuite, j'ai commencé à trouver ça sympa, le scénario aussi, et puis la réalisation aussi. Donc voilà, en gros, on a un collectif qui s'appelle FFI, qu'on a fondé en 2011 et qui nous a servi à faire en gros tous nos films autoproduits avec lesquels on a fait nos armes, on va dire. Et donc voilà, sur Heure Blanche, j'ai fait donc co-scénariste, co-réal et j'ai composé la BO. Bonsoir, Johanna Boyedi-Lolo, scénariste, réalisatrice avec une vie parallèle dans le théâtre, on va dire. Donc je suis née en Côte d'Ivoire, l'écriture est arrivée très vite, à 10 ans. L'écriture, enfin l'envie de faire du cinéma en tout cas. Sauf qu'il n'y avait pas de formation en Côte d'Ivoire à l'époque pour le cinéma. Donc tout ça m'a menée en France pour faire d'abord une fac de lettres option cinéma où j'ai rencontré Thomas Carré, entre autres, et Clément. Et ensuite une école de cinéma à Paris, le CLCF. En dernière année, j'avais le choix entre scénario et réalisation. J'ai choisi plutôt la réalisation parce que c'était la première année en scénario de l'établissement. Donc j'ai bien senti que les scénaristes allaient essuyer un peu les plâtres de tout ça. Et par ailleurs, la section réalisation nous permettait de changer de poste. Ça veut dire qu'on était dans des groupes. Et l'idée, c'était d'explorer tous les postes qui existent sur un plateau de tournage. Ça m'intéressait. Ça m'a, entre autres, confirmé dans le fait que faire de la lumière me plaisait. Donc j'ai profité de la fin de l'école pour faire des stages en théâtre. Et je suis devenue, en parallèle de scénariste et réalisatrice, créatrice lumière en théâtre. Super, c'était super, des parcours un peu comme les nôtres, enfin qui résonnent beaucoup pour nos membres, un peu atypiques et en tout cas passionnés par l'art, par le cinéma et par l'audiovisuel. Et en fait, Heure Blanche, il est sorti cet été, c'est ça? C'est bien ça? Et donc, on va un peu parler de la genèse du projet, parce qu'effectivement, on voit bien les belles images, les dialogues, etc. Enfin, mais on voulait savoir comment ce projet est né et comment a été un peu, grosso modo, le parcours entre le moment où vous avez eu l'idée, comment elle est née, et jusqu'à la diffusion. D'accord, moi je vais parler de l'aspect... Ouais, la genèse, et toi, comment on est arrivé à Canal, si tu veux. Au fait, donc moi je suis ivoirienne. Avec Clément, on s'est rencontrés en 2009 et en 2010, on est allés ensemble en Côte d'Ivoire. Le contexte politique était assez tendu à ce moment-là, donc c'était un peu une crise pré-post-électorale, on va dire. Et une des choses qui nous a marqué quand on était là-bas, c'était le moindre contrôle de police qu'on avait était sous tension. Donc avec des gens qui essayaient de nous racketter, entre autres. Et dans ce contexte, on a rencontré un de mes proches qui changeait de voie à ce moment-là, qui allait devenir commissaire de police et qui était en grande lutte contre toutes ces pratiques, la corruption, tout ça. Ça a commencé à... Enfin, ça nous a touchés. Je pense que le personnage de Landry est clairement né comme ça. Et le personnage de Rita, donc la médium, c'est pareil, une autre de mes proches que je connais depuis l'enfance, qui a été sujette à plein de visions qu'elle a essayé de comprendre, d'interpréter tout au long de sa vie. Sachant qu'en Afrique, l'occulte n'est pas du tout abordé comme en Europe. C'est un sujet... comme un autre. Voilà, tout le monde a vécu des choses un peu inexplicables qui sont abordées de façon très naturelle là-bas. Donc ça fait partie inhérente de la culture. Et les discussions avec cette proche au fil du temps, donc là ces visions se sont arrêtées maintenant, nous a donné l'idée du personnage de Rita. Et on a retrouvé un mail il n'y a pas longtemps qui date de novembre 2015 et qui est le tout premier où on se parle vraiment de la série, des personnages, du lieu aussi où on voulait que la série se passe. Ça se passe dans l'Ouest, dans une ville qui s'appelle Mans et qui, à ce moment-là, politiquement, était intéressante. Parce qu'au tout début, notre idée, c'était de situer l'action en 2011 dans un contexte de crise et ça a changé avec le temps. Et donc, pour le parcours... un peu plus audiovisuel. On a commencé à écrire vers 2016-2017, je pense. On a rencontré quelques producteurs. Je ne sais pas si tu veux parler du premier producteur.
qui nous a donné un peu l'impulsion. Alors donc, comme Clément a dit, j'ai un collectif qui date de l'école de cinéma. C'est avec des collègues, on s'est dit, en vrai, à quoi ça sert une école de cinéma si c'est pas pour faire des rencontres? Donc on a suivi les conseils d'un de nos profs qui nous répétait sans cesse que ceux parmi nous qui allaient vraiment tourner plus tard allaient faire leur réseau essentiellement à l'école. Donc on était un groupe de 5 au départ avec qui on a matché. Donc il y avait un monteur, scénariste, réalisateur, tout ça. On a créé ce collectif pour faire des captations de spectacles et avec les sous, on faisait des courts-métrages. Et donc en 2014, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Abduction. J'ai rencontré un producteur à une soirée de projection avec qui ça a matché et qui a un peu insufflé cette idée. Parce qu'il connaissait quelqu'un en Côte d'Ivoire et il m'a dit, c'est juste parti du fait qu'il a dit, j'adorerais produire une série policière en Côte d'Ivoire. Donc on a commencé à y réfléchir. Au final, ça ne s'est pas fait avec lui, mais ça a été un peu la germe. Et donc après, on a demandé la bourse Beaumarchais en 2019, qu'on a obtenu un peu à notre grande surprise, parce qu'on a envoyé un dossier, enfin on avait fait un dossier assez complet et tout, mais je veux dire on n'était pas du tout identifié à l'époque comme enfin voilà, des auteurs qui pouvaient avoir des bourses et tout, et on s'est dit ah c'est cool, il y a vraiment des bourses qui sont ouvertes à tout le monde. Donc la bourse nous a permis de nous qualifier sur une plateforme qui s'appelle Paper to Film, qui accueille beaucoup de projets, dont notamment les projets lauréats de la bourse Beaumarchais. Et un jour on a reçu un coup de fil donc de Raphaël, le directeur de Paper to Film, qui nous a dit je suis à Series Mania avec la personne chez Canal+ qui s'occupe des séries et elle est intéressée par Or Blanc. Est-ce que vous pouvez être en visio dans 30 minutes? Donc on n'était pas ensemble à ce moment-là, donc j'ai appelé Johanna qui était en haut d'un escabeau en train d'installer de la lumière, je crois, et je lui ai dit là faut que tu sois en visio, c'est genre assez vital. Et moi j'étais en pyjama et donc on a fait le visio et ça s'est bien passé et voilà. Et donc en fait on a d'abord eu Canal+, et Canal+ nous a proposé des producteurs sur place en Côte d'Ivoire qui ensuite ont accepté de faire les projets, qui s'appelle On est ensemble production. Et voilà, donc ça s'est fait d'abord comme ça, donc d'une manière aussi peut-être pas très traditionnelle, dans le sens où peut-être que d'habitude on trouve le producteur et après la chaîne. Nous ça a fonctionné dans l'autre sens, parce qu'à ce moment-là ils avaient un désir de série policière qui était assez fort. Et il y a, vous aviez des atouts. C'était ce que vous aviez, bon déjà la qualité de votre travail bien entendu, et aussi il y avait ce court-métrage qu'ils avaient vu, et le fait que toi tu étais originaire de Côte d'Ivoire et que du coup tu pouvais sans doute avoir un récit pertinent sur cette série qui se passait là-bas. Alors, oui, c'est une des premières choses que Canal nous a demandé. C'était Canal+ Afrique a un souci d'authenticité. Ils veulent des auteurs qui sont des pays concernés, qui racontent des histoires, qui parlent aux gens de là-bas. Donc, ça a été une des premières questions, c'était de savoir pourquoi cette histoire et d'où on venait. Donc voilà, moi je suis de là-bas, voilà, ça les a convaincus. Et assez vite, on voulait se positionner. C'était un peu idyllique pour nous à l'époque, mais en tant que réalisateur aussi. Et à ma grande surprise, une demi-heure plus tard, quand on a eu la personne de Canal, elle avait regardé en temps un court-métrage qui est le dernier en date qu'on avait fait avec le collectif, qui s'appelle Entre deux. Et elle m'a tout de suite parlé de la lumière qu'elle avait bien aimée, de plein d'atouts qu'elle trouvait intéressants dans ce court-métrage. C'était un court-métrage qui était en libre accès sur YouTube ? Oui, qui est complètement autoproduit. Ça se voit qu'il n'y a pas de sous. Mais elle a su regarder un court-métrage sans argent. C'est ce qui est rare aussi. Les gens ne savent pas toujours faire ça. C'est bien. Ça veut dire qu'il faut produire des trucs et faire voir et faire voir et faire voir. Bref, vous avez compris où je voulais en venir, quoi. Oui, j'allais dire que ça me fait penser à des gens qui font partie de ces concepts qui, pareil, se font remarquer par des choses qu'ils ont postées sur YouTube ou d'autres chaînes comme Vimeo, et pour moi, il faut toujours faire. Et voilà, c'est comme ça, c'est un faisant.
Et moi, ce que je trouve aussi particulier, qui me touche beaucoup, c'est le fait que c'est un projet qui se passe ailleurs qu'en France. C'est-à-dire que voilà, c'est en Côte d'Ivoire, c'est ancré là-bas, avec une prod là-bas. Est-ce qu'on peut peut-être parler de cette particularité par rapport à d'autres projets qui se passent, voilà, qui sont faits par des prods français en France? Comment avez-vous appréhendé ce travail d'écriture et aussi la collaboration, comme ça s'est vraiment passé particulièrement? Est-ce que vous avez eu à faire avec un agent sur place, ou est-ce que vous aviez un agent déjà? Tout ce travail un peu avec un pays, même si tu viens de là-bas, mais qui se passait d'ici pour là-bas. Alors, on n'avait pas d'agent avant la série et on a eu donc une agente qui est dans la salle, qui est venue donc sur la négo du contrat pour Or-Blanc, parce que nous on était un peu paumés là-dedans, et on la remercie beaucoup parce que c'était important qu'elle soit là. Et donc ensuite pour l'aspect Afrique, la difficulté aussi, enfin la particularité on va dire, c'est que c'est diffusé pas que en Côte d'Ivoire, c'est diffusé dans plusieurs pays, et donc très vite la solution qui est apparue, c'était de absolument pas penser à ça et de penser que à notre histoire et à la Côte d'Ivoire, parce que si tu commences à penser à mais comment ça va être reçu au Tchad ou au truc, tu t'en sors pas. Donc on s'est dit bon, c'est une histoire qui se passe dans une ville bien particulière, à Mans dans l'Ouest, donc on va ancrer vraiment au niveau du phrasé des personnages, au niveau des coutumes, etc. On va vraiment ancrer l'histoire là-bas, et donc on est allé là-bas aussi pour s'imprégner de l'ambiance. C'est une ville où il y a une forte présence de l'occulte, donc ça correspondait bien à ce qu'on voulait montrer aussi, peut-être plus qu'à Abidjan, qui est peut-être un peu plus cartésienne, une ville un peu plus mégalopole, etc. Là, il y a un côté où les traditions sont bien ancrées là-bas, à Mans. Et donc, on s'est dit, on va écrire pour cette ville, pour ces gens, et surtout pour nos personnages, sans forcément penser à l'aspect international du truc. Oui, j'allais dire, de toute façon, l'aspect international, Canal l'avait bien en tête, et évidemment, il relisait, on avait des retours de la chaîne. Donc, de toute façon, il nous disait tout de suite quand il pensait qu'il y avait une phrase qui passait pas dans un pays, parce qu'en gros, en Côte d'Ivoire, il y a un peu l'argot de là-bas qui s'appelle le nouchi, qui est assez populaire un peu partout en Afrique, et d'ailleurs en France, où il y a beaucoup de mots, genre enjaillé, qu'on disait en 6e là-bas, donc ça nous fait rire maintenant. Beaucoup de mots ivoiriens qui sont répandus maintenant un peu partout, donc on s'est dit, on va faire confiance justement à cette authenticité des personnages. Et nous, dans notre tête, on s'est dit, au pire du pire du pire, si Canal pense qu'il faut sous-titrer, ils nous le diront. Et s'ils pensent qu'il faut revoir la façon de parler des personnages, on le fera. Mais en même temps, c'était compliqué de garder l'authenticité sans passer par cette façon de parler et cette diction qui parle beaucoup aux Ivoiriens et que la plupart des personnes en Afrique de l'Ouest, en tout cas, comprennent. Par rapport à l'agent qui est ici, juste une question qui nous intéresse, c'est sûr. C'est comment vous l'avez trouvé, ou est-ce que c'est elle, ou c'est à travers Paper to Film, juste pour compléter? Alors c'est un mélange de tout ça. Au fait, Marie a travaillé jadis à Paper to Film, et c'est une personne qui avait lu le court-métrage dont je parlais entre deux et qui était venue à la projection. Donc on avait déjà été en contact. Et plus tard, nous, on s'est posé la question d'essayer de contacter des agents. On a trouvé ce talent qui nous intéressait dans leur approche et leur démarche. Donc, on était en contact avec Solène Edouard, qui nous demandait régulièrement des nouvelles. Et quand est arrivée la signature d'Or-Blanc, il se trouve que Paper to Film nous a dit ah, mais vous n'avez pas d'agent, vous connaissez peut-être ce talent. On a dit si, on est en contact, mais on n'a rien signé. Et donc il a dit recontactez-les et peut-être que ça va se faire, ça va sûrement se faire. Donc je ne sais pas s'il est passé derrière, je ne connais pas les coulisses. En tout cas, ça a fini par se faire. Est-ce que c'était compliqué qu'elle soit française, avec c'est du droit du coup qui s'applique comment? C'est du droit
dans ces trucs-là, attention, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, international, qu'il y a des clauses qui sont plus avantageuses en France, en Côte d'Ivoire, les deux. Enfin, du coup, comment ça se gère, ça? Alors, au fait, ça, de toute façon, c'est une problématique qui était inhérente à tout. C'est-à-dire que ce soit le budget de la série, le salaire, c'est qu'il fallait bien avoir en tête que Canal+ Afrique travaille d'habitude avec des scénaristes et des réalisateurs locaux. Donc, ils ont des tarifs proposés à des réalisateurs locaux qui, évidemment, nous allaient pas parce qu'on habite en France et que on était basé sur des tarifs français. Donc, ça a été tout un jeu de négociation avec l'aide de la SACD parce que grâce à la Bourse Beaumarchais, ils nous accompagnaient. Donc, à un moment donné, ils sont rentrés dans la balance aussi pour dire à la prod, si vous faites l'effort d'arriver à telle somme, nous, on peut rallonger. Donc c'est un peu compliqué parce que en Côte d'Ivoire il n'y a pas encore de grille de salaire, que ce soit pour les techniciens, scénaristes. Peu de gens ont des agents, on s'en est rendu compte avec les comédiens. Ça se met en place parce que le cinéma était très prolifique dans les années 80 là-bas. Ensuite, c'est retombé. Et là, maintenant, il recommence à y avoir un essor du cinéma. Donc, les choses se mettent en place doucement, mais on espère que ça va se faire et que ça va finir par être syndiqué, entre guillemets. Enfin, en tout cas, qu'il y aura des grilles syndicales. Ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Et du coup, comment ça se répartit? C'est quoi la part de la rémunération qui est pour l'idée originale? Est-ce que vous avez vendu l'idée? Et après, par épisode, comment ça s'est fait? Et le fait que vous soyez émergent, est-ce que ça joue? Oui, forcément. Après, au niveau de la répartition, c'était, je crois, on a fait le calcul avant de venir, à peu près 15% la Bible et 85% pour l'écriture des épisodes en termes de répartition du budget. Après, il faut garder en tête que c'était notre premier projet produit, donc c'est sûr que si on se base sur les standards français, on a entre guillemets pas été bien payé, mais avec l'opportunité qu'on avait de tout écrire, de tout réaliser, moi de faire la musique, c'était quand même une opportunité à saisir qui était intéressante. Et puis pour dire les choses concrètement, on n'avait jamais été autant payé avant puisque on se payait pas. Donc voilà. Il faut relativiser l'offre qui est faite. Elle est faite parce qu'on est junior, parce qu'on n'est pas identifié, parce que c'est des tarifs qui viennent d'un autre pays, qui n'a pas du tout les mêmes législations. En France, le droit d'auteur est quand même très bien encadré, très bien fait, mais c'est pas pareil partout. Donc, voilà, nous, on n'a pas tellement réfléchi sur ça. Et après, on a beaucoup laissé bosser notre agente pour essayer d'aller chercher un peu plus. Mais voilà, c'était quand même intéressant pour nous au final. Et sur le fait qu'on est émergent, ça ne s'est pas du tout ressenti dans les échanges qu'on a eus en écriture avec Canal. C'est qu'ils nous ont fait assez vite confiance et je pense qu'ils nous ont fait aussi confiance parce que Paper to Film était là comme script doctor. Donc on a eu Louise Ruby qui est là, qui a été un excellent arbitre à certains moments et qui a été très importante pour nous aussi en écriture, qui a fait le lien avec la chaîne, parce qu'il y a des sujets pareils qu'on n'avait pas forcément envie d'aborder avec eux dans notre bulle d'auteur où on se disait non, c'est trop important, je ne vais pas changer cette ligne. Et en fait, elle gérait ces choses-là. Donc, en fait, on a été plutôt bien dorlotés, je dirais, à ce niveau-là. Que je peux vous poser la question, enfin je vais la poser, la question directe de combien, du montant, si ça ne vous embête pas, parce que c'est une question qu'on a toujours du mal à partager, à poser et donc après à en parler. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous donne une idée, même si, il y a plein de... donc quel était le montant final, on va dire, après si ça, voilà. Enfin bref. C'était entre 30 et 35 000. 35 000. Voilà, pour l'écriture, pour la Bible et pour l'écriture des 8 épisodes. Des 8 épisodes, ouais. Ok, merci. Ça nous a pris 6 mois. Enfin, oui, 6 mois à partir du moment où on s'est mis à écrire vraiment avec Canal en tête. Mais en vérité, on est arrivé sur la série en ayant déjà écrit les 2 premiers épisodes.
Enfin, le 1 était était terminé quasiment, le 2 était très avancé. Donc voilà, on a gagné un peu de temps là-dessus, mais ouais, c'est à peu près 6 mois d'écriture. Et j'ai pas posé la question tout à l'heure, mais le temps entre le moment où vous aviez commencé à parler en pyjama presque avec Canal+, et le moment où vous avez signé avec eux, enfin avec la prod, se sont passés quoi, 3 mois, Ça 3 a ans? été rapide. C'était fin 2022 et on a dû... Non, fin 2021. Et fin 2021 et on a dû signer début 2022. Donc ça a été assez rapide. À partir du moment où ils étaient intéressés, ça s'est fait rapidement. Okay, ouais. Et donc, Johanna, tu parlais de l'écriture à l'instant. Avant que j'invite Louise à monter, s'il veut, ou je lui passe le micro, on voulait savoir comment vous étiez organisés, vous deux, en tant que duo pour l'écriture. Et est-ce que ça s'était fait, ça s'est fait naturellement, ou est-ce que c'était un peu plus maîtrisé, la répartition du travail? Alors au début c'était un peu chaotique parce que on habite ensemble, donc on va dire que ça prenait beaucoup de place. Il n'y avait pas de cadre et en fait on a fini par installer un cadre du fait aussi qu'on n'a pas du tout le même rythme de vie. C'est que Clément préfère écrire la nuit, moi pas du tout. Je préfère me réveiller tôt et écrire et la nuit je fais autre chose. Donc, oui, comme dormir par exemple. Assez vite, on a une dynamique où les idées viennent assez rapidement. Donc, on a eu des moments de travail à la table, on va dire, où on échangeait les idées, on se donnait des idées sur les personnages, sur où on pensait que telle intrigue devait aller. Donc on avait des grosses discussions dessus et une fois qu'on avait la structure d'un épisode, en général je commençais à mettre en forme, lui il prenait le relais la nuit quand il se réveillait et après concernant les dialogues, ça s'est un peu réparti par personnage aussi. C'est que tu avais plus d'affinité avec certains personnages et inversement, donc ça tombait bien, c'était pas les mêmes. Et en revanche, je suis passée sur tous les dialogues à cause de la langue. Donc forcément, pour donner plus d'authenticité, lui, il a des rudiments, mais des fois, je lui disais ce serait tel mot plutôt qu'un autre. Donc au final, je repassais sur les dialogues. Ensuite, Louise nous lisait et on faisait régulièrement des visios ou des rendez-vous pour parler, débriefer, savoir où ça allait. Elle nous aidait à aller un peu plus loin dans certaines idées qu'on avait, à pointer les incohérences, ainsi de suite. Est-ce que Louise, tu veux monter peut-être? C'est comme ça, tu es présente. Merci. Bonjour. Donc moi, je suis Louise Ruby, je travaille pour Paper to Film et j'ai accompagné Clément et Johanna en tant que script doctor sur Or Blanc. Est-ce que... C'est déjà beaucoup, merci. Et du coup, alors toi, comment t'es intervenue et est-ce que Johanna nous disait que tu faisais un petit peu aussi le tampon, peut-être parfois sur certains trucs, eux, ils voulaient pas toucher, ils voulaient pas en parler. Comment t'as vu ça et quelle était la difficulté pour toi aussi du fait que ce soit un projet sur l'étranger avec du coup qui se passe à l'étranger et pas un projet français exporté? Alors, donc nous, Paper to Film, on était prestataires pour Canal sur cette série. Il se trouve que je continue à travailler dans ce cadre-là sur d'autres séries pour Canal+. Donc sur Or Blanc et sur les autres séries, j'ai conscience en fait de la ligne édito de Canal qui m'en parle, qui me dit Canal+ en Afrique. Il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas aborder ou qu'ils ne veulent pas aborder. Donc on peut parler de politique, mais assez peu. On ne peut pas parler d'homosexualité, on ne peut pas parler de religion. La sexualité, c'est quand même très très light. Donc en ayant ces contraintes en tête, quand je lis, je sais aussi ce qui peut passer, ne peut pas passer. Je regarde beaucoup leurs séries, donc je sais aussi ce à quoi ils s'attendent et je peux orienter dans ce cadre-là. Ensuite, sur les projets africains, il se trouve que moi, dans ma vie personnelle, j'ai vécu en Afrique. Et ce qui explique peut-être mon appétence pour ce genre de projet. Donc j'ai conscience aussi des phrasés différents, etc., même si évidemment Johanna beaucoup plus que moi, mais je peux aussi travailler dans ce cadre-là. Et tu avais un rôle super important aussi, c'est que quand on était en désaccord en fait, ce qui arrive,
Et c'est super je dis d'écrire à trois parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a écrit à trois en vrai, dans le sens où dès qu'il y avait quelque chose sur lequel on était en désaccord, on te disait nos deux versions et puis des fois c'est toi qui tranchais. Et en vrai c'est super utile parce que quand tu as la tête dedans, tu sais plus, tu n'arrives plus à évaluer la qualité des idées et puis en plus ça vient de quelqu'un qui est proche de toi, donc tu dis attends mais c'est peut-être une bonne idée quand même, du coup tu perds un peu la tienne. Enfin voilà, bon, il y a plein de choses comme ça qui sont classiques quand on écrit à deux. Et c'était super de t'avoir parce que du coup tu as un regard beaucoup plus objectif et aussi tu nous as beaucoup débloqué de trucs d'histoire, je sais pas, des détails de mais oubliez pas que lui il a plus son téléphone parce qu'il l'a perdu dans l'épisode machin. Tu fais ah oui putain c'est vrai. Et enfin voilà, cette vision globale était vraiment hyper précieuse quoi, je trouve. Merci beaucoup. Et puis c'est sûr que du coup, comme je suis pas, vraiment en tant que script doctor, je vais jamais mettre les mains dans le cambouis, je vais jamais réécrire une réplique ou quoi que ce soit. Mon travail, c'est d'avoir un œil extérieur et justement de pointer ces incohérences, d'avoir une vie, de prendre le projet dans son ensemble et de faire en sorte qu'il aille le mieux possible en respectant la vision des auteurs, en respectant la contrainte derrière de la production et du diffuseur. Et du coup, quand Johanna et Clément disaient que je faisais le tampon, c'est vrai que j'avais la place aussi auprès de Canal de défendre votre vision et de dire non, ça, ils l'ont écrit dans ce sens-là et c'est important, et il faut le conserver et vous inquiétez pas, au tournage, on pourra contourner si ça vous plaît pas. Et tu es arrivé dès le début ? À partir du moment où, dès qu'ils ont signé, dès que vous avez signé avec Canal, j'ai été là sur la réécriture de la Bible pour correspondre à leurs attentes, notamment sur le fait que la série se passait normalement en 2011 et que Canal était très frileux puisque c'était post-crise politique et qu'ils ne voulaient pas aborder ce sujet-là. Donc ça a été déplacé de nos jours. Et c'est contemporain. Ouais. C'est contemporain. Et je suis arrivée à ce moment-là, donc on a repris un peu la Bible et après directement les épisodes. J'étais garante aussi pour Canal du planning de développement. Donc, pour respecter les échéances de rendu. Oui, tu nous as mis des coups de pied aux fesses des fois. On va mettre la petite pression. Ding dong. Et est-ce que vous vous êtes choisi ? Parce que vous, oui, mais toi, comment t'es arrivé sur le projet ? Est-ce que vous avez fait des speed dating pour vos trucs ? On s'entendait bien. J'étais venue voir entre deux à la projection au Brady avec Marie à l'époque. Et j'aimais beaucoup ce que faisaient Clément et Johanna. Donc ça s'est fait assez naturellement. Vous connaissiez déjà ? T'as pas été parachuté comme ça ? Non. Mais d'ailleurs, le premier rendez-vous en physique qu'on a eu avec Canal, Louise était déjà là. Merci beaucoup. Si tu veux rajouter... Non, c'était juste pour dire sur le fait, les modifications, justement, c'était intéressant. Parce qu'évidemment, dans notre vision d'auteur, on se disait 2011, crise post-électorale. Et en fait, quand Canal nous a dit qu'il voulait que ça se passe plutôt de nos jours, c'était intéressant de confronter nos idées à ça. C'est-à-dire de se dire, est-ce que, évidemment, au début, on était braqués. Et c'est se dire, est-ce que le fait de décaler à 2021, parce qu'ils ne veulent pas parler de politique, dénature en soi le fond de notre propos? Et la réponse était non. Et c'est pour ça qu'on a accepté. Et je pense que c'est quelque chose d'important qu'on a gardé en tête tout au long. C'est qu'à chaque fois qu'on avait un obstacle de ligne éditoriale, on se demandait, est-ce que ça dénature profondément ce qu'on veut raconter dans la série? Et si la réponse était non, on se tenait à la ligne éditoriale. Et si c'était oui, on se bagarrait un peu plus. Et merci beaucoup, Louise. Et Romain, d'ailleurs, je mets un... Non, oui, c'est toi, mais je me permets d'intégrer une petite question qui n'était pas dans notre petit déroulé parfait. Parce qu'on vous a envoyé le lien pour le premier épisode. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais peut-être que vous pouvez pitcher déjà votre série. Parce que moi, j'ai vu le lien, on en a parlé, etc. Mais c'est une évidence. Mais sachant qu'il n'est pas encore sur nos plateformes, voilà. C'est l'histoire de Landry Bailly, qui est commissaire donc, dans la ville de Mans et qui doit au tout début de la série faire face à une disparition d'enfants. Et il est en sous-effectif, les policiers n'ont pas été payés depuis des mois et donc il galère un peu et on lui envoie une consultante. En fait, il demande à recevoir du renfort à son supérieur. Il pense qu'on va lui envoyer une policière ou un policier et on lui envoie une consultante médium
homme, donc qui va l'aider à essayer de résoudre cette disparition d'enfants. Et petit à petit, ça se transforme en traque d'un tueur en série, voilà, qui semble tuer des personnes de plus en plus importantes, un petit peu sans qu'on comprenne vraiment le lien entre elles au début. Voilà, ça c'est, on va dire, la forme. Et dans le fond, c'est une série, parce que c'est vrai qu'on l'a pas du tout dit, mais c'est une série qui parle du harcèlement et de l'ostracisation que peuvent vivre les personnes qui sont atteintes d'albinisme. C'est un sujet qui est assez important en Afrique, qui est assez tabou aussi. Il y a pas mal de personnes atteintes d'albinisme qui sont traquées, recherchées, tuées, vendues pour leurs organes, pour faire des rituels, etc. Et en fait, c'est le fond de la série. Voilà. Super, d'autant plus que dans le premier épisode, on ne voit pas encore non, tout on ça. ne dévoile pas On vraiment. dévoile, mais on se doute bien, sachant l'affiche et le personnage principal au centre et tout. Que, voilà. On revient dans le... Super. Donc, pour un peu approfondir sur comment ça s'est passé précisément avec la prod, le diffuseur, est-ce que vous avez eu, c'est surtout les échanges, mais aussi de savoir si vous avez eu des difficultés vous avez un peu parlé du fait de devoir adapter certaines choses et faire des concessions, mais bon, si la réponse était non, c'était OK. Mais est-ce que vous avez eu d'autres difficultés que vous voulez partager ou au contraire des joies, je ne sais pas, des moments que vous ne vous attendiez pas? Alors au fait, ce qui était assez agréable, c'est que quand il y avait un désaccord avec Canal et qu'on argumentait derrière, en général, ils étaient à l'écoute. C'était rare, enfin on n'a pas vraiment eu de veto sur l'écriture. C'était une fois qu'on avait argumenté, qu'on expliquait nos intentions, en général, ça passait. La production, est composée d'un duo, un peu comme nous. Donc lui, il est français et elle est gabonaise. Elle est scénariste et réalisatrice aussi, Samantha Bifo et Pierre Secaldi. Et en fait, Pierre nous a dit assez vite qu'il n'allait pas trop intervenir sur l'artistique. Au final, il a fait quand même, mais il préférait laisser ce volet-là à Samantha. Et c'est vrai qu'en écriture, tous les retours qu'on a eu d'elle, donc elle a écrit aussi une série pour Canal Plus Afrique il y a quelques années qui s'appelle Mami Wata et qui avait cartonné et qui est clairement la série où je me suis dit, au fait, c'est possible, tu peux être une femme africaine et faire ce genre de projet. Donc c'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a beaucoup inspiré. Et ses retours étaient très intéressants et pertinents en écriture. Donc on a pu beaucoup se nourrir de ça. Après, la dynamique a été différente en tournage parce qu'elle avait moins de temps, mais en tout cas en écriture, j'ai pas eu de grosses frustrations. Non, je suis d'accord. Non, on a pu aller dans la direction qu'on voulait. Après, le dossier qu'ils avaient reçu était quand même déjà assez clair au niveau du déroulé de chaque épisode. Enfin, on savait où la série allait, il n'y avait pas de grandes choses nouvelles à inventer. Donc on a déroulé un peu ce qui était prévu quoi, en termes de squelette de série. Mais non, ouais, ça a été une collaboration qui était agréable parce qu'il y avait quand même pas mal d'intervenants. Il y avait Louise, il y avait Canal, il y avait la prod. Ça aurait pu être vite cacophonique et ça a été assez fluide en fait. Est-ce que les rendez-vous étaient prévus depuis longue date? Vous saviez à quel moment vous allez leur parler? Vous aviez des sur échéances? l'écriture, on avait des retours par mail, je crois, mais pas vraiment de rendez-vous. Ouais, les visios ou les rendez-vous fixes, c'était surtout avec Louise. À ce moment-là, Samantha et Pierre étaient assez occupés aussi parce qu'ils ont lancé une quotidienne en Côte d'Ivoire. Donc, au fait, on se donnait des points de rendez-vous, mais en général, on s'adaptait à nos dispos respectifs pour se faire soit des retours par mail assez détaillés, soit des visios. Et surtout, on est parti aussi en février 2022. On est allé en Côte d'Ivoire à leur rencontre et ils nous ont permis de partir
finir d'écrire sur place, au fait. Enfin, poursuivre l'écriture à Mans, donc dans la ville où se passe l'histoire, parce qu'on avait besoin déjà de commencer les repérages et de savoir aussi si ça avait bougé beaucoup par rapport à ce qu'on connaissait de la ville. Donc, ils nous ont organisé une petite excursion de 5 jours là-bas, qui était bienvenue. Donc le timing, c'était quoi le timing d'écriture entre donc il y avait déjà le premier épisode d'écrit, le deuxième plus tôt, et donc il y en a 8. Et du coup, vous avez mis combien de mois, vous avez dit, pour faire les 8 épisodes ? C'est 6 mois, 6 ouais. mois, 6 mois à peu près. Je crois que, Louis, tu vas peut-être me dire si je dis une bêtise, mais c'était à peu près un épisode toutes les 2 semaines. C'est assez intense quand même. À peu près, ouais. C'est Mais ouais, chaud. c'est intense, mais encore une fois, on avait quand même le squelette. On savait où l'enquête, qui était le tueur, comment l'enquête. On n'était pas complètement dans l'inconnu, mais il restait. Après, l'avantage aussi de la série policière, c'est que tu as quand même une structure par épisode qui est assez claire, parce qu'il faut un cliff au début, un cliff à la fin. Donc, entre guillemets, tu as juste à écrire le milieu. Mais c'était quand même. Je schématise, hein, mais c'était quand même. Oui, c'était un peu sport. Ouais. Et du coup, quand on écrit comme ça, presque dans l'urgence, j'ai envie de dire, est-ce que du coup, il y a des choses qui vont bouger, ou alors tout est bordé, vous aviez bordé si bien les choses qu'arrivé au tournage, tac, 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 ou alors est-ce que quand même, au tournage, tu te dis, ah, peut-être ça, en vrai, ça marche pas, et au montage, ah, putain, ça marche pas non plus. Alors, en fait... Donc Pierre, le producteur, il avait attiré assez vite notre attention sur le fait qu'il pensait que les épisodes allaient être un peu trop longs. Donc il nous a dit, préparez-vous psychologiquement à devoir couper des choses. L'assistante réelle aussi nous a dit assez vite, attention en termes de planning avec le budget qu'on a, le temps qu'on a, réfléchissez à éventuellement faire le sacrifice de certaines séquences. Donc on s'est un peu mis dans ces dispositions-là. Et pendant le tournage, on se rendait compte aussi que certaines choses ne fonctionnaient pas, ou c'était des redites. On se disait, au fait, on a écrit cette séquence pour mettre telle chose en avant, mais en fait, on l'a déjà dans la séquence précédente. Et l'autre chose, c'est que pendant qu'on tournait, on avait une hésitation sur la séquence, on va dire une des séquences finales, qui est un peu le final avec l'explication du pourquoi, du comment, qui devait se passer à côté d'une cascade naturelle dans la montagne à Mans. Et au fait, Clément est retourné à Mans en septembre en repérage avec le chef-op. Donc une fois qu'on avait le chef-op, c'était en pleine saison des pluies, donc c'était dangereux. C'était au fait, en fonction de la saison sèche ou saison des pluies, l'eau n'est pas du tout au même stade. Et donc, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tourner en sécurité, que évidemment, il y avait un problème de son vu que c'est une cascade. Et donc, la grande question, c'était si on doit réécrire cette séquence, comment on fait ? Dans quel décor Ne spoil pas. Hein. C'est ça, comment on fait, dans quel décor ? Et ça, c'est arrivé en plein début de tournage, on va dire. C'est qu'on a commencé à tourner le 7 octobre et je pense que la question, le nom définitif pour cette séquence-là est arrivé quelques jours avant. Donc, d'accord. Ça a changé l'écriture complètement ? Pas l'écriture, mais en fait, c'était une des séquences les plus importantes. Donc, ça nous a mis un petit coup de pression. Ouais. Et au montage, après, il y a eu à nouveau de la réécriture ou pas ? Oui, il y en a eu. Vous avez été au montage ? Ouais, on a été très présents au montage. Les deux monteuses étaient géniales. Véronique Algan et Billy Belin. Et qui avaient monté Mami Wata aussi, la série de Samantha. Et qui ont été présentes le dernier mois de tournage. Donc, elles sont venues en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était une très bonne idée de la prod aussi. Elles commençaient à monter pendant que vous... C'est ça. Donc on a eu typiquement une séquence, dernière séquence de l'épisode 4, donc je ne spoil pas, qui est une séquence importante où elles sont arrivées, elles nous ont dit, on tournait toujours sur ce décor-là, on a cross-boardé, donc on a tourné par décor. Donc elles nous ont appelé tout de suite en disant il vous reste combien de jours sur ce décor ? Il nous manque des plans pour cette séquence.
Donc nous, on a choisi de les faire venir carrément le soir où on faisait le reshoot. Et avec les monteuses présentes sur place, on a fait les plans manquants validés par les monteuses. Et au montage, il y a eu beaucoup d'inversions de séquences. Donc ça, c'est surtout les épisodes 5 et 6, où il y a eu des inversions de séquences et on a fait sauter aussi des séquences. Moi, pour le coup, j'ai monté mes courts-métrages autoproduits, donc je suis assez impitoyable avec les séquences qui ne fonctionnent pas, ça dégage. Tous les repas ont disparu. C'est des scènes que tu écris en disant ah c'est cool, on apprend à bien connaître les persos, et en fait c'est ultra chiant. Enfin en tout cas dans la série policière là ça marchait pas. En fait on se rendait compte que dès qu'on sortait de l'enquête, c'était voilà, c'est tout ce qui est un peu background, connaissance du perso, sa vie et tout était un peu moins. On en a laissé, mais on a enlevé beaucoup de repas et ouais, des inversions de séquences. On a beaucoup réécrit au montage, mais c'était bien. Il fallait trancher dans le vif. Donc Et une des grandes leçons pour moi du montage, qui paraît évidente maintenant que je sais, c'est le raccord émotionnel. C'est-à-dire que comme on a tourné dans le désordre et cross-bordé, parfois on perdait de vue le fait qu'un personnage était très énervé dans la séquence d'avant, et comme on a tourné la séquence suivante 3 mois après dans un autre décor, la personne est peut-être toujours énervée mais pas aussi remontée qu'elle devrait l'être. Et ça au montage ça a été une grande leçon, parce que des fois en inversant ça fonctionnait et parfois ça ne fonctionnait pas. Donc pensez à vos raccords émotionnels. Et du coup, ça nous fait passer à cette... Vas-y. En fait, on a imaginé de lire ou projeter d'abord une scène écrite et après la visionner. Donc, est-ce que ça vous va si on la projette, ce qui est le texte, et après... Oui, c'est épisode 1. En revanche, il faut que je vais voir, parce que... Une pause publicité. Numéro de claquette. Nous, c'est tous notre baptême, c'est trop bien. J'ai envie de poser des questions, je vais en avoir aussi. Vous pourrez commenter du coup la scène écrite pour après faire le lien avec la scène. Oui, bien sûr. Pauline, est-ce que vous avez mon sac? Mon sac qui était là-haut? Il y a un sac derrière toi. Non, ça c'est mon sac à main, mais le sac noir que je vous avais laissé. Vous l'avez laissé. On est responsable là d'un coup. Non. Ok. C'est bon. Je vous ai dit. Comment tu t'es dit? C'est un bel mentalité. Et le flingue ben, je vais laisser du coup. Question 2 secondes. Dis donc, c'est pas vrai ces gens indisciplinés? Vas-y. Ma voisine me demande comment on peut voir la série aujourd'hui si on veut voir l'épisode 2. Comme il t'a affiché. Mais elle a raison. J'étais en train de faire mes calculs. En fait, il existe une plateforme qui s'appelle MyBouquet Africain, qui est légale. Je suis allée vérifier parce que moi-même, j'avais pas l'info. En fait, ça appartient à Canal+. Et donc, pour 5 € sans engagement, tu peux l'avoir pendant un mois et voir plein de séries africaines aussi.
Et l'autre, elle est encore visible, celle qui t'avait inspirée là, de ta prod. Oui, Mami Wata, Mami Wata, elle y est aussi. Ouais, ouais. Et celle-là, elle est sur MyCanal, Mami Wata, de Samantha Bifo. Et t'as des codes canal à filer? On se parle après. Oui, au fait, c'est un bel argument commercial, c'est qu'il donne envie aux gens et après, il faut s'abonner. Le premier épisode, il est sur YouTube, en fait. Et après, la série payante est sur MyBookie. Ouais. C'est mieux qu'un teaser. Très bien joué de leur part. Sinon, si vous avez l'extrait filmé, On l'a aussi, ouais. nous, on peut commenter en disant comment c'était à l'écriture. Ouais, au pire, on fera ça. Roma, si au pire, on met l'extrait filmé et il commente en live ce qui a bougé. Attends, on va faire comme les joueurs de foot. Alors là, Titi me décale, je vois le ballon arriver, je lui mets en profondeur. C'est une victoire du collectif. T'as récupéré ton set, tu l'as accroché comme il faut, C'est pas impossible que j'ai fait ça. Ok, pardonnez. Pardon. C'est beau, sinon c'est pas grave, il commente en direct. On va faire l'extrait d'abord. Ouais, voilà, et après vous nous direz ce qui a bougé. Ok, on passe l'extrait et après ils nous raconteront tout ce qui a bougé. On redéménage. Peut-être par Bonjour, je suis le commissaire André Bailly, j'ai des questions à vous poser. Entrez. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Restez dehors. J'ai pas besoin de vous ici. Mais vous venez de me dire d'entrer. Vous pouvez rentrer. Mais pas ceux qui vous suivent. Je n'ai pas besoin d'eux ici. Qu'ils s'en aillent. Qu'ils sortent. Ok, papa. Quand je vous le disais tantôt, je suis le commissaire Landry Bailly. Connaissez-vous votre voisin juste derrière chez vous? Ici, tout le monde connaît tout le monde. D'accord. Et est-ce que vous avez vu quelque chose se passer là-bas hier soir? Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que je dis? J'essaie juste de vous faire comprendre que d'ici, l'on peut voir chez lui, et surtout si on essaie d'ouvrir la fenêtre. Faut pas ouvrir la fenêtre, non, on voit mieux dans le noir. Je suis le commissaire André Bailly. Nono est aveugle. Nono voit clair dans le noir. Si tu ouvres la fenêtre, il va perdre de vue le monde intérieur. Il faut prier beaucoup.
Ils sont derrière toi. Tout le temps. Ils essaient de t'attraper. Viens, je vais te montrer. Merci. Alors, au fait, on a fait le choix de cette séquence parce que à l'écriture, donc la maison, là, on n'a pas continué la séquence, mais il est question de parler d'une maison qui se trouve en face de cette maison. Évidemment, les deux maisons qu'on a trouvées qui correspondaient n'étaient pas du tout en face. Elles étaient à 500 mètres l'une de l'autre. Et la deuxième chose pour laquelle je voulais parler de cet extrait, c'était la lumière. C'est que nous, dans l'écriture, c'était une scène éclairée avec des bougies qui étaient très sombres, où on ne voyait pas grand-chose. Et c'est là que le chef-op est rentré en jeu. Parce que les chefs-op n'aiment pas les bougies, parce que ce n'est pas des choses qu'ils peuvent maîtriser. Et en termes d'intensité de lumière, ça ne l'intéressait pas forcément. Lui s'est beaucoup amusé avec la lumière qu'il a trouvée sur place. Donc le chef-op est libanais, installé en France depuis quelque temps. Et évidemment, il a eu une appréhension de la lumière là-bas qui n'était pas la nôtre. Et donc, il a eu l'idée de faire juste des fuites de lumière pour garder un peu l'obscurité qu'il y a dans la pièce, mais en ayant du signal dans sa caméra, parce que c'est quand même le but, et d'avoir cette idée d'éclairer la gamine avec l'insigne. Donc, ce qui apporte quelque chose d'autre qui n'était pas du tout écrit au scénario. Nous, on a trouvé l'idée très belle et on l'a gardée comme ça. Et voilà, c'était une scène où on a dû revoir complètement la géographie du lieu parce qu'on avait imaginé une maison où en bas c'était sombre, à l'étage c'était très lumineux. Au final, on a trouvé une maison dans un village où tout était à plat. Donc on a retravaillé complètement la façon dont on avait pensé géographiquement la scène. Et retravaillé la façon dont on avait pensé la lumière de la séquence aussi. Et il dégaine plus son arme. Non, il dégaine plus son arme. Parce que c'est pareil, en tournant, en faisant des répétitions, on s'est rendu compte que c'était un mouvement très rapide. En fait, pour le comédien, il devait éviter la chaussure, ensuite enlever son arme. Et lui, il trouvait ça très violent parce que, au fait, comme la porte est ouverte à ce moment-là, que la lumière du jour rentre, il voit que c'est un vieil homme. Donc, le comédien, en parlant avec nous, nous a dit que naturellement, il avait envie d'aller vers cet homme et de lui parler. Pas de dégainer son arme parce qu'il n'avait pas un sentiment de danger réel. Donc vous avez dû aussi vous adapter aux propositions des comédiens-comédiennes ? Oui, moi j'adore ça. Ouais. Cool. Oui, parce que on a eu très peu de temps de prépa, mais au final, on a fait beaucoup de répétitions. On a vraiment axé la prépa sur les repérages et les répètes. Et il y a eu des moments en tournage où il y a eu des propositions faites par les comédiens. Je sais que par exemple, à Medium, il y a eu un travail à la fois proposé par nous et par elle au final sur la façon dont allait rentrer ses visions, comment elle allait les ressentir, dans quel état elle serait pendant les visions. Et il y a eu plein de petits moments comme ça où les comédiens nous ont apporté un plus par rapport à ce qu'on avait écrit. J'enchaîne ou tu avais d'autres questions sur la scène ? Après, on pourra y revenir de toute façon dans les questions, ne vous inquiétez pas. Après, on arrive un peu à la fin, mais c'est un peu générique comme question. Mais si c'était à refaire, qu'est-ce que vous garderiez, qu'est-ce que vous ne garderiez pas dans cette expérience ? Moi, je garderais beaucoup de choses. Je pense que la seule chose, je dirais pas que je garderais pas parce que c'est un apprentissage, mais que j'appréhenderais différemment. Je pense que c'est la gestion de la fatigue.
qu'on a tendance à sous-estimer au départ, en se disant c'est génial, on a une énergie, on va faire son projet, et au final le marathon est très long parce qu'on a été à l'écriture, à la réalisation, puis à la post-prod, et à la fin on avait hâte que ça se termine. Mais comme ça prenait la tournure qu'on voulait, on était heureux mais crevés. Donc plutôt sous coke la prochaine fois, quoi. Moi, au niveau de l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'appréhendais un peu de bosser... théoriquement, j'appréhendais un peu de bosser avec une script doctor ou un script doctor, et en fait, c'était vraiment très, très utile. Parce qu'encore une fois, quand tu as la tête que dans l'écriture, tu te focalises... Il y a un peu un effet tunnel où tu te focalises sur beaucoup de détails et tu perds un peu le plan d'ensemble. Donc c'était vraiment super de bosser à 3. Je pense que 3 en vrai c'est un bon nombre, ne serait-ce que pour résoudre les conflits d'écriture. Et ça vraiment, j'ai trouvé la phase d'écriture vraiment agréable. Après au tournage, on a eu une expérience un peu différente parce que moi j'ai moins d'expérience que Johanna, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc c'était mon premier gros tournage. Et j'ai un peu pris cher au niveau de la durée en fait. C'est qu'on a tourné 5 mois et clairement je pense que c'est un peu hors norme pour commencer. Et voilà, au bout de 3 mois, j'étais sur les rotules et il restait 2 mois, et il restait la post-prod et il me restait la musique à faire. Donc moi, c'est ça que je gérerais différemment, c'est-à-dire soit réaliser moins, réaliser peut-être que 3 ou 4 épisodes, ou alors prendre un 3e réalisateur, quelqu'un qui va venir épauler, réaliser 1 ou 2 épisodes, parce que c'est vrai que tout faire à 2, c'était vraiment costaud. Mais c'était une expérience incroyable. Enfin, on a eu une équipe super jeune, super dynamique. Moi j'ai l'impression pour le coup là d'avoir fait une école de cinéma et je me dis réaliser un court-métrage, ouais là je suis chaud patate. Ouais, là ça devient easy quoi. Super. Moi je dirais si vous avez des questions, voilà. Et la mot de la fin? Mais je me dis peut-être après. Oui, après les questions. Vous voulez les micros? Vous voulez parler fort comme vous voulez? La danse. Oui, j'avais une question sur la dramaturgie, en fait, parce que tu as dit que tu avais pris l'option réalisation, Johanna, et que toi, Clément, tu n'avais pas de formation de scénario. Comment, du coup, vous vous y êtes pris? Est-ce que c'est grâce au script doctoring ou est-ce que vous avez lu des livres? Comment vous avez fait pour construire tous ces épisodes? Alors, pour ma part, j'ai eu l'école de cinéma pour expérimenter, parce que en section réalisation, on réalisait des films qu'on écrivait nous-mêmes. Donc, il y avait quand même une formation au niveau du scénario. Il y avait chez moi j'adore décortiquer des scénars de films que j'ai aimés pour voir comment ça fonctionne. Enfin, je fais ça avec les objets dans la vie en général aussi. Et il y a l'aspect théâtre aussi, parce que mine de rien, ça se ressemble. Et j'ai été confrontée dans mon autre métier à beaucoup de styles de dramaturgie différents. Et il y a eu l'expérience du court-métrage qui est géniale parce que, au fait, on améliore, on affine, on trouve son style, on trouve comment fonctionne vraiment la structure, comment raconter réellement ce qu'on veut raconter. On trouve les outils aussi qui nous correspondent. Et franchement, je trouve que le court-métrage est un outil incroyable parce que personne nous attend et de toute façon, si on n'aime pas, on peut le mettre dans un disque dur et personne ne le verra jamais. Ouais, il y a un truc où on a une belle complémentarité, je pense, dans l'écriture. C'est que moi, je suis assez structure. J'aime bien... que ce soit bien carré, savoir. En plus là on est sur une enquête, donc savoir où on va, les différents rebondissements, etc. Et Johanna a vachement besoin de passer à l'écrit rapidement, et surtout tes traits dialogue aussi, donc il y avait un truc où ça matchait assez bien à ce niveau-là. Après au niveau d'apprendre la dramaturgie, moi du coup comme j'ai pas fait d'école, j'ai bouffé plein de films et surtout j'adore regarder les commentaires de réalisateurs, c'est ma passion. Et donc j'adore entendre comment justement la différence entre quand ils ont écrit, quand ils ont réalisé. Donc j'ai vachement
vachement regardé ça. Et après des livres théoriques, je suis pas sûr d'en avoir lu. J'ai lu le bouquin de Walter Murch mais c'est un monteur, mais pour moi il parle quand même beaucoup de réalisation, de dramaturgie aussi. Mais voilà, sinon c'était plus organique aussi. Encore une fois, on avait une avancée qui était quand même assez bien balisée au niveau de l'enquête et tout. Donc c'était un peu écrire les moments de vie, écrire tout ce qu'il y avait entre qui restait à faire, quoi. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Ouais. Bah nous, ouais, par la force des choses, ça a été assez organique en fait. On n'a pas appliqué une façon de faire, à part les cliffs, parce que bon, voilà, c'est vrai qu'il faut penser aux spectateurs aussi. Ça nous amusait aussi que ça se termine toujours par un truc un peu spectaculaire, mais sinon, oui, on est vachement resté sur les persos. J'ai l'impression, pour nous, c'était important. Enfin, pour moi, c'était crucial qu'ils aillent tous d'un point A à un point B. Bon, ça peut sembler basique, mais que voilà, cet enquêteur qui est très cartésien, par exemple, à la fin, il s'est un peu plus ouvert sur le monde mystique. Enfin, voilà, on a fait attention quand même aux arches, que chaque personnage ait une évolution et termine pas la série au même point que là où il l'a démarré, quoi. Mais vous avez au moins tapé sur Internet comment écrire une série, non? Ouais, je suis pas sûr. Bien, on écrit 8 épisodes. En vrai, je suis pas sûr. Inch'Allah, on sait ce que c'est une arche. Ouais, en fait, quand on a postulé pour Beaumarchais, la question s'est posée parce qu'ils demandent les arches narratives et tout ça. Donc ça, c'est un travail qui nous a beaucoup aidé parce que effectivement, moi j'étais dans une approche plus d'écriture de long métrage dans les projets que j'avais en tête. Et effectivement, la série, il fallait se poser la question de comment ça se fabrique. Et pour nous, le Beaumarchais, ça a été un bon tremplin. On a posé des questions aussi à des gens autour de nous qui avaient été confrontés à ça. Et puis sur l'écriture même de la série, c'était une part de Louise aussi. C'est qu'elle avait... c'était elle qui nous cadrait et qui nous structurait aussi. Et moi, je suis assez sensible aussi au fait que les épisodes soient bien différenciés. Donc, on a essayé de faire en sorte que chaque épisode soit comme un mini-film et que, tiens, cet épisode, il est plus focus sur le commissaire, après plus sur la médium, après plus sur le trafic, etc. Enfin, il y avait un truc un peu qui a un peu explosé au tournage du coup, parce que quand tu cross-board, ça dit tu tournes pas par épisode, tu tournes par décor, donc c'est difficile de te rappeler au scénario de quelle était ton intention dans cet épisode. Mais moi j'aime bien les séries où tu sens que cet épisode il est tendu par une émotion particulière, où il est focus en particulier sur un personnage. Donc on a essayé aussi de faire ça pour différencier un peu chaque épisode. D'autres questions? Oui, Mariam? Tu veux le micro? Ah ok, pardon. Tu as allumé le bouton? Attendez. Faut le mettre en haut, le petit bouton. Attends, ça marche? Oui, c'est vous. Par rapport à la résidence d'écriture, je voulais savoir si vous aviez fait juste le dossier ou vous aviez également quand même commencé à écrire un début d'épisode pour qu'on ait conscience de votre écriture, ou vous avez juste fait avec le dossier, c'est tout? Pour Beaumarchais? Ouais. Non, Beaumarchais ne demande pas de début d'épisode. Ah bon? Ah. Excuse-moi, je dis une bêtise. Mais en tout cas, le 1 était écrit, c'est sûr, je te laisse. En fait, on n'a pas fait vraiment de résidence d'écriture, c'est juste qu'on est parti un week-end en Bretagne, mais genre, de manière informelle, quoi, tous les deux. Et oui, ils demandent des extraits du premier épisode. Donc on a condensé un peu le premier, en gros, quoi. Et sinon, ils demandaient résumé. On avait envoyé les fiches de perso. Ouais, c'est assez complet, quoi. Ouais, et il y avait, je crois aussi, ils voulaient savoir un peu la série jusqu'à la fin, et puis les influences, en gros, quoi. Oui, rebonjour. Ma question, elle concerne à la fois la production et à la fois la créativité, parce que j'ai cru comprendre que, bon là effectivement il y a l'intervention de Louise et tout, mais que pour les séries de Canal+ Afrique, moi je dis Canal+ Afrique parce que c'est ce que je connais, voilà, il y a quand même une intervention au niveau de
de Canal Overseas. Maintenant, bon, franchement, j'ai pas compris si Overseas c'est l'Afrique ou pas l'Afrique. Déjà, j'aimerais bien comprendre. Mais pour justement, par rapport à leur ligne éditoriale, pour axer certaines choses et faire attention, comme vous parliez par exemple, politique, pas politique, etc. Donc, je voulais savoir si vous vous étiez senti ou pas, on va dire, pas bridé, mais en tout cas assez. Est-ce que la réécriture, grâce à Paper to Film, a facilité ou pas le rapport potentiellement de force avec. Moi, j'ai un nom en tête. La chef, comment on dit? Head of Production, Canal Overseas. Ouais, comme je disais précédemment, honnêtement, à chaque fois qu'il y a eu divergence de point de vue et qu'on a argumenté, on nous a laissé faire. Parce que je pense aussi c'était dû au fait que comme le producteur nous a tout de suite dit je préfère que vous soyez réalisateur parce que vous avez la vision globale du projet et que j'aimerais que vous alliez au bout, je pense qu'ils se sont dit de toute façon si à l'écriture il y a des frictions, une fois que les images seront tournées, on va voir comment il les tourne et si c'est acceptable pour nous. Sur l'aspect politique, au fait, au final, moi j'ai l'impression qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Enfin, personnellement, moi j'ai dit ce que j'avais à dire avec cette série. J'ai pas, on va dire sur l'aspect politique, je ressentais pas le besoin de citer des noms ou quoi que ce soit. Pour moi, le côté corruption, le côté les policiers qui sont pas payés et qui sont un peu passifs, c'est quelque chose qui est systémique au fait. Et qui, et d'ailleurs, ça fait partie des retours qu'on a souvent, c'est que les personnes nous disent mais en fait c'est exactement comme ça qu'ils se comportent ici, donc on se dit c'est une victoire quand même, on a réussi à faire passer ce message là. Voilà, je sais pas si toi tu as eu en fait, ils nous ont les règles, on va dire entre guillemets, dont Louise a parlé, c'est-à-dire pas de religion, pas de politique, etc. Ils nous l'ont dit dès le premier visio. Donc à partir de là, c'était soit en fait tu acceptes ces règles, soit tu fais pas la série. Donc on les a acceptées en se disant ça vient pas impacter vraiment l'histoire qui est quand même sur l'albinisme, est une enquête. Ça demandait pas un travail énorme de réécriture. Moi personnellement, mais je suis pas ivoirien, que ça se passe en 2011 ou 2022, on va dire ça changeait pas ma vie. C'est sûr que s'il y avait un propos plus sur la guerre, etc. C'était un peu plus politique au départ, mais on a quand même gardé un propos politique dans la série. Et après, il faut aussi comprendre que la particularité, c'est qu'il s'adresse à tellement de pays que chaque pays a ses restrictions. Il y a des pays où, par exemple, parler d'homosexualité, c'est carrément illégal. Donc, ils peuvent pas, en fait, intégrer ce type de personnage. Sinon, bon, ils vont pas passer dans le pays. Donc, c'est vrai qu'au départ, tu dis, waouh, ça fait quand même beaucoup. Mais en fait, je trouve qu'ils ont été assez cool. Notamment, par exemple, il y a 2 scènes de sexe dans la série. Et on sait que ça a pu choquer dans certains pays. Alors, franchement, on y allait vraiment très soft. Mais on a quand même pu les faire. Sur la violence, il n'y avait pas de problème. On n'a pas eu ouais. Oui, ça peut paraître. Mais la violence, il n'y avait pas. Bon, c'est pas ultra gore non plus, hein, mais on a tu peux l'éventrer, mais par contre, tu fais pas l'amour. Mais non, mais je veux dire, une fois que tu as compris ces règles un peu de base par lesquelles ils sont obligés de passer, bon, et toi aussi en tant que scénariste, après, il n'y a pas eu des points de détail sur lesquels on nous a dit non, là, Canal ne veut pas cette scène. Enfin, j'ai pas souvenir. C'est vraiment des trucs un peu généraux. Voilà, faites attention à pas trop aller. Par exemple, pas donner de nom en vrai, tu peux faire une série politique, mais faut pas donner des noms de personnes réelles. Voilà. Mais tu peux dénoncer des situations. Bon, là, c'est des choses comme ça à savoir. Nous, ça nous gênait pas parce que, encore une fois, c'était pas le fond de la série. Et parler d'albinisme, en vrai, c'était quand même pas gagné non plus dans certains pays. Donc, voilà, je sais qu'il y a eu des questionnements sur est-ce que l'actrice doit être sur l'affiche, etc. Et on a argumenté pour qu'elle y soit. Donc voilà, faut essayer de gagner les combats que tu peux gagner, en gros. Et puis, il faut que ce soit les combats qui aillent dans le sens de ton message. C'est clair que si on avait voulu faire une autre série, peut-être qu'on aurait dit non, on ne choisit pas ce diffuseur-là parce qu'on sait qu'on ne peut pas respecter ces contraintes-là. Là, ça ne gênait pas pour le message qu'on voulait porter. D'autres questions ?
Oui, bonsoir. Bravo. J'ai une question assez pratique par rapport au tournage. Je veux savoir combien de temps on vous a donné pour faire cette série. Alors, on a eu 2 mois de prépa, donc on est arrivé le 5 août. On a commencé à tourner le 7 octobre et on a fini de tourner le 25 février, quelque chose comme ça. Donc 5 mois de tournage entre Abidjan et Mans. Gul, vas-y. Ma question, c'était... Alors, on a eu les temps d'écriture, mais du coup, tu disais que vous êtes arrivé avec un projet qui était quand même bien balisé. Donc moi, je voulais savoir le temps que vous avez mis, vous, à partir du moment où vous vous êtes dit, voilà, on a très envie de faire ce projet personnel, et que vous êtes arrivé à ce niveau bien balisé dont tu parlais, sans entrer. Combien de temps vous avez mis à... C'est-à-dire entre la première idée, admettons, et Canal, c'est 6 et Beaumarchais, ans. peut-être, je sais pas. Mais... Ouais, du coup, c'est 4 ans jusqu'à Beaumarchais, donc pendant lesquels on a clairement écrit le premier épisode. Et après, jusqu'à Canal, c'est environ 6 ans ou 7 ans. Quoi. Il y a un moment où, quand on s'était vu pour en discuter, vous nous aviez dit que vous l'aviez mis un peu dans un tiroir. Oui. Au fait, on a eu l'idée du projet et on s'est dit, mais jamais de la vie, on va tourner ce truc-là en début de carrière. Donc on y pensait, de temps en temps on y revenait, mais on l'avait mis dans un coin sans penser que ça allait être le premier projet produit au final. Donc on a été un peu pris de court. Donc c'est pas 5 ans on continue à fond sur or blanc. C'est 5 ans... pour structurer petit à petit, tranquillement, à chaque fois qu'on avait un bout de temps à y consacrer. D'autres ? Il y a Myriam, après il y a Cécile. Du coup, c'est toujours une question sur la réal, parce que en réalité, j'ai compris qu'ils étaient très demandeurs chez Canal de feuilletonnants en Afrique pour couvrir effectivement une diversité de projets, etc. Et vous êtes le deuxième projet dont j'entends qu'en fait, ils n'ont pas été vraiment très chiants pour pouvoir faire de la réal. Or, ici, c'est vrai que c'est plutôt... ça serait différent si vous étiez passé par Canal France, j'imagine. Donc, ma question est la suivante, c'est de savoir si pour vous, justement, c'était hyper intéressant de pouvoir jouer, même si vous saviez que ça n'allait pas être les tarifs français, de pouvoir justement avoir la double casquette de showrunner finalement, showrunner j'exagère, mais presque quoi, versus en France où potentiellement vous auriez été plutôt à l'écriture pour laisser à quelqu'un de plus chevronné la mise en scène. Complètement. Au fait, quand la question s'est posée, une fois qu'on a eu la proposition et les tarifs, c'était de se dire, OK, ça ne correspond pas aux tarifs qu'il y a en France, clairement. Me concernant, il y avait une forte envie de tourner au pays, ça c'est clair et évident. J'étais très contente pour ça. Et c'était de se dire, est-ce que moi je suis, avant de partir tourner, j'étais intermittente, c'est plus le cas provisoirement, mais c'était justement de me dire, ok, je vais aller tourner, perdre mon statut d'intermittent, ça va me prendre un certain temps, une certaine énergie. Est-ce qu'au final, en revenant de ça, je vais y être gagnante ? Et au fait, c'est vrai qu'il y a eu cette phrase de Raphaël de Paper to Film qui a dit, en vrai, si vous faites ça, vous avez le CV ultime. Et au fait, c'est vrai, on s'est dit en France, c'est vrai qu'on ne nous aurait pas laissé réaliser, sans doute. On n'aurait peut-être même pas écrit toute la série. Et là, c'est vrai qu'on a été... L'argument pour moi, ça a été la liberté de pouvoir aller au bout de ce projet. Et à la fin, de me dire, OK, j'ai accompli ça en tant que scénariste, ça en tant que réal. À la fin, je saurai où j'en suis personnellement. Et l'autre aspect aussi, c'est que je me sentais prête à ça. C'est que ce serait arrivé 2 ans auparavant, je ne me serais pas sentie de réaliser, je pense. Là, je pense que j'étais prête, c'était le moment pour moi. Donc, c'est des choses qui ont pesé dans la balance et qui ont fait que je me suis dit, ça vaut le coup de le faire. Je suis d'accord. Ça, c'est incroyable. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'ai juste une remarque. Je suis quand même... je sors un peu de ma neutralité. Je suis quand même assez bluffée
de voir comment vous avez réussi du début à la fin à tout mener. Toi, tu t'es rajouté un peu la musique pour la déconne. Et je trouve ça complètement ouf parce que nous, déjà, on est là, oh là là, un court-métrage, est-ce que je vais le réaliser ? Ouh, c'est beaucoup de travail. Et je ne sais pas comment vous avez fait, sans drogue, je recommence, pour pouvoir réussir à faire ça, à le faire, à ne pas tomber, à pas flancher, à pas vous vautrer. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous avez une recette de céréales le matin, mais en tout cas, franchement, je suis épatée et admirative et vous en parlez avec une espèce d'aisance, de facilité, de simplicité. Je suis épatée. Merci, mais honnêtement, je pense que ça a été une grande aide d'être deux, très clairement. Parce qu'il y a des moments, même sur le tournage, comme je disais, Clément n'est pas du matin. Je savais que le matin, il fallait que je sois là. Quand on tournait plus tôt la nuit, c'était plus son cerveau qui était en marche que le mien. Et franchement, c'était une grande aide d'être à deux. Et c'est vrai que oui, la production nous avait alerté dessus en disant vous avez la chance d'être deux, vous devriez répartir les tâches. Et en fait, nous, on était dessus et on était surexcités, donc on n'a pas du tout fait ça. Et je pense que la prochaine fois, on le fera un peu plus. Et encore une fois, on n'a pas exactement vécu le tournage de la même manière. C'est que tu dis ne pas s'effondrer. Moi, j'ai eu un moment un peu où je pouvais plus venir sur le plateau vers la fin parce que j'ai eu un moment vraiment d'énorme fatigue. En plus, j'ai eu le palu, donc bon, ça n'a pas aidé. Et donc, ça a été quand même un tournage compliqué. Il y avait beaucoup de contraintes à respecter et tout ça, mais c'est vrai qu'il y avait une forme de solidarité aussi dans l'équipe, entre nous. En tant que couple, on s'est dit, là c'est bon, on peut tout faire. On a fait une série ensemble. Ça va, on est bien armés. Mais après, oui, je pense qu'il y a un truc où tu fais aussi étape par étape. Enfin, il faut vraiment la phrase de joueur de foot, mais tu fais match après match. C'est que, ok, d'abord, il faut en écrire 8. Bon, vas-y, on se met dedans. Après, il faut réaliser. Après, il y a la post-prod. Et moi, ce que je trouve qui est passionnant, c'est que à chaque étape, c'est vraiment des compétences différentes qui se mettent en place et enfin voilà, moi j'ai adoré la post-prod par exemple. J'étais tout le temps fourré au montage. Je pense que les monteuses elles en ont eu marre de moi, mais elles me l'ont pas dit, mais parce qu'elles sont cool, mais vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé que vraiment la série trouvait son rythme, son style au montage et c'est sûr qu'en France on n'aurait jamais pu, pour revenir à ta question, avoir cette possibilité là. Donc voilà, quand tu mets en balance la paye, les quelques contraintes et la liberté que ça donne et l'expérience, je pense que c'est assez vite vu et tu acceptes, quoi. Et puis, il faut saluer l'équipe aussi qui nous a énormément porté. C'est-à-dire que quand tu arrives, l'équipe, ils avaient tous clairement beaucoup plus d'expérience que nous. Parce que pour l'instant, il n'y a pas, on va dire, autant de techniciens que de projets là-bas. Donc, ils font beaucoup de projets, les techniciens. Et qu'à la lecture du scénario, ils sont hyper emballés, ils sont à fond. Ils passent tout le tournage à dire voilà, on est trop content d'avoir ce projet sur notre CV, c'est trop bien, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Ça apporte énormément et l'assistante réelle a été géniale aussi dans la façon dont elle a géré notre fatigue, dans la façon dont elle a retravaillé le planning par moment quand elle sentait qu'il le fallait. Et vraiment, ça a été dû à toute l'équipe réellement qui s'est impliquée corps et âme dans ce projet. Super, merci. Est-ce que pour finir, après on va continuer. Il y a une dernière question, allez. Hein. Parle fort, pardon. Parce que il y a eu en plus. En fait, quand on a discuté avec la production, ils nous ont dit il y a tous les postes on a, mais on vous conseille pour la déco. En fait, ils ont une équipe de déco qui est géniale, mais à qui il manquait la petite impulsion pour être encore plus créatifs que ce qu'ils étaient. Donc, nous, on connaissait un chef décorateur qui s'appelle Marc Thiebaud,
qui est un des premiers à avoir lu Hors Blanc. Je l'ai rencontré en théâtre et un jour je le rencontre par hasard dans l'avion, donc je lui ai donné un scénario. Il nous a énormément aidé. C'est lui qui a designé le projet pour qu'on l'envoie à la prod. Et au fait, on a discuté avec Marc qui était dans une démarche un peu pédagogique. Donc il s'est dit, ok, moi je suis prêt à y aller et à leur donner la méthodologie de travail et ensuite à leur laisser... à les laisser faire. Donc pour la déco, c'est ce qu'on a fait. Le chef déco a bossé avec nous en amont. Ensuite, il est allé avec quelqu'un de son équipe française qui est resté 2 mois. Et ensuite, l'équipe ivoirienne a pris le relais. Et pour le chef-op, donc c'était Talal Kouri, qui est un chef-op, donc je disais libanais, qui vit depuis peu en France et qui devait travailler sur Mami Wata, qui a été recommandé par la production parce qu'entre autres, il est spécialisé dans tout ce qui est plan aquatique. Et au fait, on avait pensé à lui en pensant à cette fameuse séquence qu'on aurait dû tourner dans une cascade et tout ça. On l'a rencontré, ça a hyper bien matché et donc il était convenu qu'il tourne 4 épisodes, mais au final ça a été cross-bordé. Donc les 4 épisodes se sont transformés en la moitié du tournage. Et l'autre moitié du tournage, lui, il avait des obligations ailleurs. Donc, un chef-op ivoirien un peu plus junior que lui a pris le relais. Donc, il a su complètement s'adapter à ce que Talal avait fait auparavant. C'est un exercice hyper difficile et il a fait à sa manière parce qu'ils n'ont pas la même méthodologie, ils n'ont pas la même sensibilité du tout. Mais le résultat est nickel, quoi. Super. Merci. Et donc, ma dernière question, c'était de savoir si vous aviez un conseil à nous donner, une petite astuce avant d'aller tranquer en haut. Compliqué de donner un conseil. L'Afrique, c'est chic, ouais. Je pense que nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que pendant qu'on développait Hors Blanc, du coup, on tournait des courts-métrages, vraiment avec 0 €, 0 centimes. Et je pense que c'est vraiment important en tant que scénariste, en tant que réal, d'avoir plusieurs projets au feu, à des stades un peu différents d'avancement et à des échelles différentes de financement aussi, c'est-à-dire des choses que tu peux tourner très rapidement avec un portable, des potes, et puis on y va. Et nous, au final, c'est ça qui a fait qu'on s'est fait un peu repérer, ce qui était inattendu aussi, en attendant de faire le grand projet, parce que je pense qu'on est beaucoup de scénaristes à avoir des grandes ambitions, des grands projets en tête. Je pense que d'avoir d'autres choses que tu peux faire rapidement et surtout que tu peux montrer, même si t'es pas réel, mais juste de dire voilà, j'ai scénarisé ça, c'est visible sur YouTube, en festival. Je pense que c'est quand même un gros atout, et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier en attendant absolument ce projet incroyable qu'on développe depuis des années, parce que encore une fois, nous, même si ça paraît rapide, à partir du moment où ça s'enclenche, ça a quand même mis 6 ans ou 7 ans avant de pouvoir se faire, quoi. Et moi, je dirais, pour ajouter que faut pas oublier que si on a besoin des diffuseurs, des prods pour exister, ils ont aussi besoin de nous. Et que voilà, quand on s'assoit à la table avec eux, faut le leur rappeler gentiment, et il faut faire peser ça dans la balance pour que le projet garde son essence. Il faut pas lâcher dessus. Ça peut se faire très pacifiquement et sans aucun conflit, mais voilà, gardez bien en tête qu'ils ont aussi besoin de nous. Merci beaucoup. On se retrouve autour d'un verre et d'ailleurs, on dit bienvenue à Clément qui est séquence 7 depuis peu. Voilà.